Ouvrons à la fois cette séance et puis la 4e année du séminaire Territoires et militants communistes, séminaire qui a été lancé il y a 4 ans par Bruno Groppo, qui est présent à cette Bruno Groppo, Bernard Pudal, Jacques Giraud qui s'excuse ce soir, il risque d'arriver un petit peu en retard, et moi-même, donc Claude Pentier. Nous avons le plaisir de l'ouvrir cette année par une présentation de l'ouvrage Le siècle des communismes, dont beaucoup ont entendu parler, qui est un ouvrage qui n'est pas un ouvrage du séminaire, qui n'est pas l'aboutissement du séminaire, mais qui a été bien sûr grandement enrichi par la présence depuis 2 ans d'un grand nombre de ses auteurs. 30 personnes sont intervenues au séminaire et un certain nombre d'entre eux ont apporté leur contribution à cet ouvrage qui se veut une réflexion, à la fois un bilan des travaux historiographiques, une réflexion scientifique sur le communisme. Ce livre donc n'est pas l'ouvrage du séminaire, c'est un ouvrage éditorial et il est marqué du sceau de sa maison d'édition, les éditions de l'Atelier, de son directeur littéraire, Bernard Stéphan, qui a vraiment fait autour de cet ouvrage un suivi, organisé des réunions, permis des discussions qui ont d'ailleurs été extrêmement fructueuses et agréables, qui ont permis de rapprocher beaucoup le point de vue des différents protagonistes du livre, de ceux des 7 qui ont contribué à sa mise en place, et puis au-delà plus de 20 contributeurs. Madeleine Rébériou, qui n'y connaît rien, qui se passionne pour ces... Elle nous dira tout à l'heure. Qui se passionne pour maintes raisons, pour l'occasion de suivre les débats scientifiques. Il n'y a pas que le Parti communiste, au fond, qui se gère ou qui existe de cette façon. J'ai pensé au FLN. Et pour ne rien vous cacher, mon expérience du FLN a tellement inspiré ce que j'ai pu trouver sur l'URSS que ça m'a rappelé certains travaux de sociologie que j'avais lus autrefois, dans lesquels on voit très bien qu'il y a des structures organisationnelles qui se ressemblent dans des contextes assez différents, ou du moins où il y a des ressemblances et des variables. Bon. Alors, je m'explique. Arby, d'ailleurs, qui a écrit, comme vous le savez, sur le FLN, était tout à fait d'accord sur ce point lorsque il disait qu'au fond, le MNA jouait le rôle des trotskistes. C'est-à-dire que la chasse au MNA, aux messalistes, n'est-ce pas, à un certain moment, au sein du FLN, a joué le rôle des trotskistes. Et l'organisation intérieure du mode de fonctionnement d'un parti comme le FLN et comme le PC, on retrouve les conciliateurs, on retrouve les intransigeants, on retrouve toujours les mêmes types de rôles sociaux, de rôles politiques, et qu'on retrouve dans d'autres organisations. Seulement, le FLN ressemblait tellement, tel que je l'ai connu, au PC, tel que je l'ai quand même connu par tous mes amis, si vous voulez, que le parallèle s'inspire et a un sens, et que la notion d'institution totale permet de renvoyer les deux à ce mode de groupement. Alors, autre chose qui m'a bien plu dans l'article Pentier et Pudal, mais j'y ajoute mon grain de sel, parce qu'autrement, ça m'intéresserait moins, bien sûr, forcément, n'est-ce pas, chacun en est comme on est, c'est le problème de la réécriture de l'histoire. J'ai trouvé que ces passages sur la réécriture de l'histoire étaient tout à fait bienvenus, mais peut-être qu'on pouvait y ajouter quelques grains, n'est-ce pas? Par exemple, lorsque les personnages dans la réécriture de l'histoire en URSS disparaissent les uns après les autres, n'est-ce pas? Et ils disparaissent jusqu'à ce que Staline disparaisse. Dans les derniers manuels, à partir du rapport Khrouchtchev, Staline disparaît dans les manuels soviétiques, dans les livres soviétiques. Nous comprenons pourquoi ils ont disparu. On n'est pas totalement innocents. Bon. Mais il ne suffit pas de comprendre pourquoi ils ont disparu. Il ne suffit pas de comprendre les règlements de compte à l'intérieur d'une organisation. Il faut aussi percevoir l'argumentaire théorique qui permet de légitimer une telle disparition successivement de Trotsky, de Boukharine, de ceci, de ça, au point qu'un beau jour, il ne reste plus que des anonymes, n'est-ce pas, comme héros de l'histoire soviétique. C'est-à-dire que ce n'est plus les héros qui font l'histoire, c'est l'histoire qui fait des héros, n'est-ce pas? On voit bien le retournement marxien, si j'ose dire, là-dedans. Mais il y a une raison théorique. Et la raison théorique, peut-être que
vous ne l'avez pas notifié assez à mon goût, c'est que les communistes russes, soviétiques, je ne parle pas des Français, mais les Français c'est pareil, je pense, les communistes étaient tellement persuadés qu'ils incarnaient, non pas le devenir, oui, d'abord le devenir de l'histoire, et puis aussi la seule connaissance légitime du développement historique, qu'ils raisonnaient un peu comme des historiens des sciences. Et ils me disaient, témoignage, ils me disaient, dans un dictionnaire de la médecine, on ne va pas mettre les médecins qui n'ont rien trouvé. Dans un dictionnaire de la physique, on ne va pas mettre les physiciens qui se sont trompés. Alors, dans les sciences sociales et en histoire, pourquoi mettrait-on nos dirigeants qui se sont fourvoyés? Donc, c'était au nom d'une légitimité scientifique qu'on justifiait, bien sûr, ce n'était qu'un cache-sec, cet argumentaire, vous en doutez, hein, qu'on justifiait la disparition les uns après les autres des personnages historiques. Et ça, je crois que cet argumentaire va beaucoup plus loin qu'il n'en donne l'apparence. Mes amis communistes, et qu'ils fussent russes, soviétiques ou français, avaient quand même l'allure de gens qui prétendaient incarner l'avenir du savoir. Il ne fallait pas trop les contredire, pas vrai Madeleine? Il ne fallait pas trop les contredire, et ceux qui ont plus que 45 ans, ce qui est mon cas, n'est-ce pas, se rappellent très bien comment les traitaient leurs camarades, et amis néanmoins, des années 50. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais comme copain un garçon qui s'appelait Bouvard. Et ce Bouvard, ensuite, a fait ses gammes comme journaliste à l'Humanité pendant les années 50. Et je me rappelle très bien, quand on était coturne à la maison universitaire, à Paris, en 1947, très exactement, je me rappelle très bien qu'on ne pouvait jamais émettre un jugement entre copains sur une situation, à l'époque c'était au Guatemala, ou je ne sais pas où, n'est-ce pas? Il me disait, le parti n'en a pas délibéré. C'est-à-dire que, tant que le parti n'en avait pas délibéré, aucun jugement jugé scientifique ne pouvait émaner des pauvres crétins qui étaient les étudiants n'appartenant pas au parti, et même ceux qui appartenaient n'osaient pas émettre une opinion ou un jugement, parce qu'il y avait une scientificité qui émanait de cette instance, le parti, qui était quelque chose qui était comme une certitude religieuse. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans la vie, n'est-ce pas? Et qui m'a permis de bien voir la distance qu'il pouvait y avoir entre certains militants, je ne dis pas tous, certains militants et ceux qui n'appartenaient pas aux instances du parti. Voilà deux mots que je voulais dire sur la réécriture de l'histoire. Quant à la réécriture, elle a aussi un autre aspect, cette réécriture, c'est pas seulement la disparition des hommes politiques, dont je vous ai donné la légitimation théorique, c'est aussi le fait que l'histoire s'ajuste aux besoins de l'histoire. Enfin, l'histoire comme Geschichte, comme récit du passé, doit s'ajuster, n'est-ce pas, aux nécessités du présent. Alors là, je vous renvoie à un livre tout à fait intéressant d'un Américain qui s'appelait George Antin, et qui avait parfaitement montré tous les retournements de l'historiographie soviétique sur les problèmes que vous connaissez. Est-ce que la Russie est un pays arriéré ou un pays avancé en 1917? Alors il fallait que ce soit un pays avancé pour légitimer le passage au régime soviétique. Bon. Il fallait que ce soit un pays avancé pour expliquer, pour contester Trotsky lors de la crise chinoise en 1927. Mais il fallait que ce soit un pays arriéré pour avoir l'alliance des petits pays d'Europe centrale lorsque le nazisme menaçait. Et puis il fallait que ce soit, etc., etc. Autrement dit, les historiens qui définissaient la Russie comme un pays arriéré ou comme un pays avancé, leur démonstration ne comptait que pour autant qu'elle s'inscrivait dans les nécessités d'une politique soviétique bien déterminée. Antin a admirablement fait cette démonstration que j'ai schématisée en 3 phrases, mais ça c'est quelque chose qui a tendance à un petit peu disparaître, n'est-ce pas, mais pas toujours. Pas chez les communistes, je dis, mais en général, dans notre façon de voir les choses. Un autre point m'a intéressé dans cet article, c'est le problème des métaphores médicales. Dans l'article de Pentier et Pidal, on donne un coup de griffe à notre bon collègue Dominique Collat, n'est-ce pas, qui a fait une thèse sur la pensée de Lénine, et dans laquelle il pointe toutes les remarques de type médical que Lénine peut faire, c'est-à-dire, par exemple, quand une femme, Balabanova, n'est pas d'accord avec lui, il juge qu'elle est hystérique. Lorsque Yoffé juge qu'il a trop de pouvoir,
il lui dit qu'il doit aller se soigner, etc., etc. Il y a tout un catalogue que j'ai fait et que Kolla avait fait de son côté aussi, n'est-ce pas, et qui montre l'argumentaire médical, en quelque sorte, dont se sert Lénine. Or, nos petits amis ici présents, Pentier et Pudal, n'est-ce pas, regardent les exemples de Kolla avec une petite condescendance méprisante, en les jugeant inopportuns, parce que prendre la pensée léninienne sous l'angle de son, de son attachement aux métaphores médicales est quelque chose de puéril et de secondaire. C'est un petit peu comme ça que vous le dites, hein, puisqu'ils sont dans la catégorie des gens qu'on critique. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je crois que précisément, c'est là une des clés de l'explication du régime léninien, non pas les métaphores médicales, pas les métaphores médicales, bien sûr, mais quelque chose de plus vaste. Il y a une phrase de Lénine que Kolla ne cite pas, ni vous d'ailleurs, que j'ai retrouvée dans le livre de Choub, où il écrivait « Il est aussi vain de vouloir soigner la société de ses maux que de prétendre guérir un malade sans avoir étudié la médecine. » Autrement dit, Lénine s'inscrit dans une vision scientiste du devenir des sociétés. Et il veut soigner la société russe et ses individus comme un médecin en connaissant les maladies. Et lui, c'est les maladies sociales, bien sûr. Les maladies sociales d'une société. Or donc, c'est pas le fait que c'est une métaphore médicale qui est intéressant. C'est le fait qu'il s'inscrit, là encore, dans une vision, j'allais dire, scientifique du devenir des sociétés. C'est le petit cercle de la médecine se situe dans le grand cercle, si j'ose dire, du triomphe de la science, qui était en quelque sorte la foi qu'avaient les gens de ce début du siècle, n'est-ce pas? Et c'est en s'inscrivant à l'intérieur de ces scientificités qu'il fait ses analyses sociales, économiques, etc., etc., la médecine ne lui servant que de manière de rendre visible, n'est-ce pas, cette méthode qui a pour but de faire le diagnostic, le pronostic et la thérapeutique. Il n'emploie pas ces trois mots, c'est moi qui les emploie pour résumer, mais en fait, il procède presque toujours comme ça. Et ce n'est pas parce qu'il se veut médecin, mais c'est parce qu'il veut inscrire sa démarche politique, pas seulement comme une stratégie, mais, disons, comme une marche du progrès de l'histoire grâce aux sciences, et en l'occurrence à la science des sociétés, qu'est le marxisme, qu'il applique à sa façon. Par conséquent, il me semble que là, cette petite pique à Dominique Kolla est en partie méritée, en partie, parce qu'elle nous cache les vrais secrets, au fond, de la politique de Lénine. Quand Lénine coupe un bras à la société, en supprimant les koulaks ou autre chose, il opère comme un chirurgien qui n'a pas d'état d'âme. Il ne pense pas qu'il fait bien ou qu'il fait mal, le chirurgien. Il coupe le bras. Et Lénine, il supprime des groupes sociaux, non pas parce qu'il a des états d'âme, ou parce qu'il est anti. D'ailleurs, anti quoi? Et c'est là que je m'en prenais à l'article de la camarade absente Lynn Viola, donc je dirais rien puisqu'elle n'est pas là, qui reprend toutes les classifications léniniennes où on définit les riches, les moyens, les pauvres, ce qui est de pure créativité théorique, n'est-ce pas, ou abstraite, c'est des chiffres. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a trop idéologisé le discours des marxistes en oubliant que le marxisme s'inscrivait dans une sphère beaucoup plus large qui était une vision scientifiste du progrès des sociétés. Et c'est pour ça que c'est une petite mauvaise querelle que de s'en prendre à cette épine qui dépasse là du choix par Dominique Kolla de quelques termes médicaux sélectionnés, mais moi j'en avais trouvé d'autres, et je pense que ça m'a rendu compte de quelque chose de plus important que l'idéologie ou que la stratégie de Lénine. Voilà quelques remarques. Alors j'en avais fait une ou deux. J'ai pris cet article-là parce qu'il était particulièrement intéressant, je veux dire que les autres ne sont pas, hein. Mais j'ai trouvé pas mal de choses à dire. Je n'insiste pas sur quelque chose de polémique et de douteux, mais je dis quand même, il dit quelque part, dans cet article, Pentier et Vidal, entrer au parti, c'était comme une seconde naissance pour un individu. Alors moi, ça m'a singulièrement rappelé le baptême de Clovis.
Le roi de France est roi quand il est couronné, mais son vrai baptême, c'est le sacre. Salut Antoine. Salut. Alors, je sais qu'il est inconvenant, donc je ne m'aventurerai pas au-delà de la pudeur sur ce terrain de l'analogie entre le fonctionnement religieux des militants, mais les comportements des militants, quelquefois, étaient un peu similaires. Ce cœur croyant des militants est quelque chose, d'ailleurs, sur quoi j'ai interrogé Pudal dans son dernier article, parce que ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être analysé, je crois. Comment un militant peut-il être croyant au point où le sont souvent des militants, hier, avant-hier et encore aujourd'hui, et pas seulement dans un parti ou dans un autre. Chez les communistes, c'était poussé un petit peu plus qu'ailleurs, mais pas vraiment. Voilà les 2-3 remarques que je voulais faire. Est-ce que je peux continuer un petit peu? Alors, Frédéric Matonti, je vous parle des intellectuels. Elle examine le cas des intellectuels occidentaux, n'est-ce pas, qui n'avaient pas de contraintes, comme les intellectuels en Russie ou en URSS. Hein, c'est ça que vous dites au début de votre article. Et c'est là-dessus que je voudrais ajouter un mot. Bien sûr, alors elle ne parle pas des Russes, moi je parle des Russes, mais c'est... Je pense qu'on ne se rend pas compte de la grande liberté dont jouissaient les artistes et les écrivains russes, soviétiques, au lendemain de la Révolution, n'est-ce pas? Ils n'ont pas adhéré de force au régime, c'est pas vrai. Bloch, Essénine, Mayakovsky se sont enthousiasmés pour le régime bolchevique en 18 et même en 19 et puis bien un peu après. Bon, Gorky, au début, il était contre, parce qu'il n'aimait pas le désordre. Puis après, il s'est rallié à Staline, parce qu'il aimait l'ordre. Mais, cela dit, il s'est quand même rallié, j'allais dire, de son plein gré. Et totalement de son plein gré, n'est-ce pas? Alors ça, c'est pour les poètes. Quelque part, vous citez un témoignage, mais on a l'air de dire qu'ils ont mal vu les choses ou qu'ils se sont laissés fourvoyer d'un des visiteurs, d'un des premiers voyageurs, qui disent il y avait beaucoup de théâtre quand nous sommes arrivés, il y avait une vie extraordinaire, etc. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y avait une effervescence théâtrale, comme l'a bien montré à Mansour, mais il n'y a pas que lui, n'est-ce pas? Il y avait une effervescence théâtrale fantastique, avec ce supplément, si vous voulez, que comme en mai 68 en France, c'était les comédiens qui décidaient des pièces qu'on allait jouer, ce qui créait une effervescence supplémentaire et des conflits à l'intérieur de la troupe, à l'intérieur du théâtre, etc. Bon. Alors ça a continué. Bon. Les romanciers, même les plus, qu'aujourd'hui on présente comme les plus anti-soviétiques, Bulgakov a écrit très longtemps librement. Staline a voulu voir sa pièce, La Garde Blanche, 400 fois. Staline, hein, pas Lénine. Donc ça a duré. Et pourtant, Dieu sait si dans La Garde Blanche, il en disait des vertes et des pas mûres sur la façon dont fonctionnait la société. Par conséquent, on a trop tendance aujourd'hui, n'est-ce pas, à répercuter dans le passé des faits qui n'étaient... Il y avait une grande liberté d'expression dans les années 17, 18, 19 et même plus tard. Alors, dans le cinéma, n'en parlons pas. Hein. Monsieur West au pays des bolcheviks, de Protazanov, c'est de 25. La grève d'Eisenstein, c'est de 25. Elita de Kouletchov, c'est de 25. Le bonheur juif de Granovski, c'est de 25. Je prends que des trucs avant Staline, n'est-ce pas? Et puis ça va continuer un petit peu, même à l'époque de Staline, encore qu'il n'y ait pas une rupture totale de Lénine à Staline, comme on a tendance maintenant à le schématiser. Ce que je voulais dire par là, c'est que, si je vous dis tout ça, c'est parce que dans ce livre, j'ai trouvé qu'on était encore prisonnier un peu de la coupure Lénine-Staline, alors que moi, il me semble que le grand changement que vous énoncez d'ailleurs quelque part, vous et puis quelques autres, c'est que à partir d'un certain moment, comme les bourgeois ont quitté le pays ou sont morts ou ont disparu, enfin bref, il n'y en avait pas tellement d'ailleurs en Russie à cette époque-là, et que c'est les classes populaires qui constituent le public, les classes populaires n'ont pas aimé les spectacles d'avant-garde. C'est pas Lénine contre Trotsky, c'est les classes populaires qui aimaient des spectacles simples, n'est-ce pas, où on rit, et pas les allégories complexes d'Eisenstein ou de Dziga-Bertov. Quand Dziga-Bertov passait un film, tout le monde sortait, n'est-ce pas, parce que c'était abstrait, on comprenait rien. Ça, c'était pour l'élite de l'avant-garde, j'allais dire, à Paris des années folles, mais pas pour les
ces plébéiens et ces classes populaires qui enfin allaient au spectacle, applaudissaient, étaient heureux, vivaient une nouvelle vie, l'ascenseur social dont on parlait tout à l'heure. C'est donc ça qui a amené l'absence de liberté, pas Staline en tant que Staline, ou Lénine en tant que Lénine, ou Trotsky défendant des libertés. C'est de la légende, ça. Ou du moins, ça a très peu joué. C'est ça que je voulais vous dire, mais je vous regarde. En fait, vous n'avez pas dit le contraire. Simplement, simplement, vos premières remarques m'ont imposé de rappeler ces vérités qu'on a tendance aujourd'hui à oublier. C'est tout donc pour la Russie, sauf l'Inviala, donc dont je ne parlerai pas. J'aurais voulu dire 2 mots, si j'ai le droit encore, sur l'Algérie. Oui, vas-y. Alors, sur l'Algérie, il y a un article de l'ISO qui est très bien, j'ai rien à dire. Mais sur les rapports entre le communisme et l'indépendance et le mouvement national, il dit pas grand-chose, il dit rien, ou presque. Et j'aurais voulu consacrer 7-8 minutes à vous dire un peu ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, d'abord, il faut se rappeler qu'en 1945, au moment des bombardements de Sétif, les communistes jugeaient que les mouvements nationalistes étaient des mouvements fascisants et que si l'Algérie devenait indépendante, comme le prétendaient les organisations nationalistes de l'époque, elle passerait sous le drapeau américain. Ça, c'était la première strate, si je puis dire, de la politique communiste vis-à-vis des mouvements nationalistes en 1945 lors du bombardement de Sétif. Bien. Alors, ce bombardement de Sétif, c'est pas vraiment Tillon, comme on l'a dit alors. Simplement, Tillon a voulu démissionner, puis on en a... il était ministre de l'armement et pas de l'air, mais de l'armement de l'air. Alors les Algériens ont cru que c'était Tillon. Et comme ils ont cru que c'était Tillon qui était responsable de ces bombardements, ils ont eu une dent contre les communistes français qui a duré. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut rétablir un petit peu ces faits-là. Donc, première strate, disent les communistes, les mouvements nationalistes en 1945-1946 sont fascistes, fascisants, n'est-ce pas? Le mot y est, hein, dans les textes, ils sont fascistes, ou bien ils vont passer aux Américains s'ils deviennent indépendants. Deuxième étape, de 1946 à quelques années qui vont suivre, les communistes sont au gouvernement en France, comme vous savez, ils sont chassés à l'époque de Ramadier, mais il ne vient à l'idée de personne, et surtout pas des communistes, qui ne reviendront pas au pouvoir. D'ailleurs, quand Ramadier les exclut de son gouvernement, et qu'on constitue le suivant, il est question que les communistes reviennent. Et les communistes ne s'imaginent pas qu'ils ne reviendront plus jusqu'à l'époque de Mitterrand, n'est-ce pas? Autrement dit, à l'époque où nous sommes, 47, 48, 49, qu'est-ce qui va pas? Non, je dis ça, c'est le point de vue de Thorez, mais je ne suis pas sûr que l'ensemble des communistes avaient la certitude qu'ils reviendraient au pouvoir. Non, mais en gros... Enfin, c'est ce que pensait Thorez. Oui. Enfin, en Algérie, de toute façon... C'est ce qu'espère Thorez. C'est ce qu'espère Thorez. Pendant 6 mois. En tout cas, les communistes... 3 mois. D'accord. Mais pas le temps longtemps. Hein. Parce qu'on nous rappelle après que c'est terminé. Juillet, août, septembre. Voilà, 5 mois. 4 mois. 5 mois. 5 mois. Bon. Donc ça dure pas longtemps. Ça dure pas. Mais moi, ça comme... ben moi, j'en suis là. C'est pas l'éternel et mon roi. Non. Mais nous sommes en 47 pour l'instant. Donc en 47, les communistes d'Algérie s'imaginent que c'est pas pour longtemps que les communistes ne sont plus au pouvoir en France. Donc la séparation de l'Algérie, de la France, ce serait comme le départ, disons, des républiques soviétiques de la Russie, en 1920 ou 22. Ce serait un acte contre-révolutionnaire, puisque les communistes pensent qu'ils reviendront au pouvoir. Je parle des communistes d'Algérie. Des communistes français d'Algérie et des communistes algériens d'Algérie. Et c'est pour ça qu'ils sont opposés au mouvement national, tout en défendant constamment les revendications des Algériens. Là, il faudrait plutôt que je dise des Arabes que des Algériens, parce qu'ils défendent les Arabes sur tous les problèmes, salaire, conditions de travail, ensuite ils luttent contre l'application par Nejlen des élections truquées, etc. etc. Les communistes sont toujours là-dessus solidaires des dirigeants Oudma, MTLD et autres. Je parle du PCA. Mais jamais sur les problèmes d'identité nationale. Par exemple, quand les plus modérés, l'Oudma de Ferhat Abbas, demandent qu'on développe l'enseignement de la langue arabe, jamais les communistes sont d'accord. Ou ils ne votent pas, ou ils ne sont pas là, ou ils trouvent des solutions, mais ils ne veulent pas s'aventurer sur ce type de terrain. Ils sont contre. Ils sont contre, et ils sont contre pourquoi? Pour la raison qu'on a dite, et qu'incarne un général qui s'appelle Tuber, qui est communiste, et qui a envoyé une grande délégation en Turkestan,
et qui dit lui-même, et moi je l'ai entendu de mes oreilles, n'est-ce pas, qui dit que l'Algérie deviendra l'Algéristan. L'Algéristan, comme il y a le Turkménistan, etc., etc., etc. C'est-à-dire que l'idée d'une séparation est, encore je répète, contre-révolutionnaire. Lorsque les années passent, les choses changent un tout petit peu. Parce que les communistes ne pensent qu'à une chose, à ce moment-là, nous sommes 48, 49, 50, nous sommes en pleine guerre froide, ils ne pensent qu'à la lutte pour la paix. Et leur idée, c'est de ramener les Algériens, les Arabes, à cette lutte pour la paix. Or, les Arabes, eux, la lutte pour la paix, ça ne les intéresse pas tellement, puisque c'est contre le réarmement de l'Allemagne, etc., et que peut-être ils ont quelques idées en tête qui ne correspondent pas au mouvement de la paix. Je m'excuse, je le sais, puisque je le présidais. Donc, je me rappelle parfaitement que les Arabes me disaient, je ne suis pas resté longtemps, pas 4 mois, mais suffisamment pour ouvrir mes oreilles, me disaient, nous, la paix contre l'Allemagne, ça ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est la langue arabe, l'identité arabe, etc., 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 etc. Bon. Alors, d'un côté, les communistes voulaient amener les Arabes au mouvement de la paix, à lutter pour la paix, et de leur côté, les Arabes souhaitaient que les communistes soutiennent leurs revendications nationales. Je ne dis pas nationalistes, nationales. La langue, l'enseignement, l'identité, etc., etc. Sauf que là, les communistes faisaient une grande différence entre le MTLD et l'UDMA. L'UDMA Ferhat Abbas, le MTLD, à l'époque, c'était encore Messali. C'était encore Messali. Ils étaient du côté de Messali parce que Messali était censé incarner les classes populaires. Et ils étaient contre Ferhat Abbas parce que Ferhat Abbas était censé incarner la bourgeoisie. Oui, c'est vrai. Donc la bourgeoisie était en quelque sorte condamnée à disparaître. Et c'est pour ça qu'ils ne voyaient pas que finalement le mouvement de Messali de plus en plus devenait musulman. Ils fermaient les yeux sur l'islamisation, si j'ose dire, du PPA. Et au contraire, ils étaient relativement, les communistes toujours, algériens, agressifs vis-à-vis du caractère bourgeois de l'UDMA, qui lui était au contraire un parti laïque. Résultat, ils cherchaient l'alliance du MTLD, plus qu'ils cherchaient à s'associer à Ferhat Abbas. Ça, c'est l'étape suivante. Étape ultime, nous sommes maintenant dans les années 54-56, si vous voulez. Étape ultime, étape de l'explosion. Quand le FLN se constitue et devient en quelque sorte une sorte d'État à l'intérieur du système colonial, alors que jusque-là, le MTLD, c'était un parti politique qui acceptait le principe des luttes électorales ou autres, même si toutes les élections étaient truquées, n'est-ce pas? En devenant le FLN, il est un État qui donne des ordres à la population, etc., etc., qui supprime ses adversaires, je disais tout à l'heure, en les traitant d'ennemis, bien sûr, de la libération. Ferhat Abbas réussit à s'intégrer, les messalistes résistent, ils s'entretuent entre eux, et ils s'entretuent, je vous assure, car moi j'ai participé à un dîner avec tous ces gens-là, c'est-à-dire des communistes algériens, des syndicalistes, qui étaient algériens par conséquent, des MTLD, des UDMA et quelques Européens d'Algérie. Eh bien, nous étions 10 à table, la semaine d'après, il y en avait 3 de morts. C'était donc déjà des règlements de compte terribles entre MTLD et PPA. Ça fait longtemps que tu es en sursis. Ça fait longtemps que je suis en sursis, mais j'ai reçu des cajots, tu sais. Oui, si je vous dis ça entre parenthèses, c'est parce que j'ai écrit un article là-dessus dans les Mélanges Bennigsen il y a 15 ans, que je n'ai jamais laissé diffuser outre, parce que les noms des signataires de ceux qui participaient à ces mouvements existent. Et il y a 4-5 ans, ils étaient encore menacés, n'est-ce pas? Donc j'en arrive à la phase ultime. La phase ultime, c'est l'arrivée de Guy Mollet. À ce moment-là, disons que les communistes algériens sont dans une situation assez ambiguë et contradictoire. En effet, la direction du parti, qui était européenne au départ, s'est de plus en plus algérianisée. Seulement les électeurs sont blancs, puisqu'il y a 2 collèges. Autrement dit, les communistes, c'est des petits blancs. Et puis on les retrouvera au Ouest bientôt. Pas tous, croyez-moi, mais un bon nombre, n'est-ce pas? Bon. Alors qu'aux syndicats, c'est tout à fait différent, la situation est inverse. Les syndicalistes sont presque tous arabes, algériens, mais leur direction est française. Ou du moins elle est en France, puisque les syndicats sont greffés sur la CGT ou sur autre chose.
Si bien nous avons une situation tout à fait incroyable, c'est que le Parti communiste, qui a lutté contre l'indépendance, et qui va maintenant s'y rallier au dernier moment, d'un seul coup, plonge dans le vide, puisque son staff peut décider ça en 1956, lorsque Guy Mollet échoue, ou du moins échoue à Alger dans les conditions que vous savez. Mais ses électeurs ne vont jamais le suivre, puisque c'est des Blancs, c'est des Européens. Alors que les syndicalistes, c'est la situation inverse, puisque la direction du syndicat est en France, comprend des gens de gauche, qui les comprend, et c'est ce qui fait que les syndicalistes auront une part beaucoup plus active dans les mouvements qui vont suivre et participent à d'autres opérations que le PC qui va se suicider, comme vous le savez, puisque, exemple unique dans l'histoire, c'est pas le PC qui a dissous le FLN, c'est le FLN qui a dissous le PC. Ou plutôt, c'est le PC qui s'est autodissous en entrant dans le FLN. Et quel jour il s'est autodissous? On peut dire que c'est autour du 6 février 1956, juste après l'arrivée de Guy Mollet, puisque lorsque Guy Mollet vient à Alger, les communistes et le FLN croient qu'il est possible encore d'imaginer une solution négociée entre la gauche française et les partis algériens, ou même le FLN, mais après le 6 février, ils n'y croient plus, et du même coup, le FLN donne l'ordre à ses représentants de ne pas rencontrer Guy Mollet, et le PC, quelques semaines après, se dissout et individuellement, ses membres adhèrent au FLN. En gros, voilà le schéma. Alors, si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que, en fait, elle est assez peu connue. Et, si vous voulez, elle complète ce qui est dit par Galissot sur le Maroc et la Tunisie, qui est tout à fait bien, mais sur l'Algérie, qui était un petit peu court. Et je tenais à faire ce témoignage qui complète votre livre de la façon que j'ai pu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Qualité de communication autour de notre ouvrage. Je crois qu'on va vous répondre que sur des points limités. Et on va d'abord, René Galissot n'étant pas là, on va revenir à la troisième partie que vous avez commentée, et notamment à la contribution que nous avons faite avec Bernard Pudal. Et il se trouve que les coups de griffe contre Dominique Collat a eu l'occasion depuis de nous les rendre, donc ça nous a amené à réfléchir. Et Bernard Pudal, qui a pu dialoguer avec lui, va peut-être commenter brièvement les métaphores médicales. Oui. D'entendre un peu vos remarques, vos critiques, et je m'associe au remerciement de Claude Pelletier en ce qui concerne les remarques qu'a faites Marc Ferraud. Sur le point très précis de Dominique Collat, en allant vite, il s'agit d'un chapitre pour qu'on comprenne, qui est consacré à l'évolution de la forme du parti bolchevique au parti stalinien. C'est un chapitre de synthèse, évidemment, qui est introduit par une sorte de classification en deux très grandes familles d'analyse de ce parti politique et d'analyse du léninisme. Une classification grossière mais claire. D'un côté, tout ce qui relèverait de ce que nous appelons l'histoire sainte, c'est-à-dire les formes justement de réécriture de l'histoire stalinienne, etc. Et de l'autre, l'histoire démonologique, c'est-à-dire tous ceux qui ont cherché dans l'analyse qu'il faisait de ce parti bolchevique, du léninisme et des partis communistes, essentiellement ce qui relèverait d'une sorte de négativité qu'ils établissent de différentes manières. Et là-dessus, effectivement, nous épinglons, par exemple, trois auteurs qui traitent de Lénine et qui mettent tous l'accent, grosso modo, sur la pathologie de Lénine. Alors, c'est le cas de Besançon, qui va jusqu'à chercher, en s'interrogeant longuement, bien qu'il ne dispose d'aucun document sur la pathologie intérieure de Lénine. C'est le cas d'Hélène Carrère d'Ancos, qui, quand on lit attentivement sa biographie de Lénine, ne cesse de mettre l'accent sur la succession des états dépressifs de Lénine, censé rendre compte d'une pathologie particulière. Et c'est le cas, mais c'est moins net, vous avez raison, de l'analyse de Dominique Collat, qui est une histoire interne des idées, fondée essentiellement sur l'œuvre écrite de Lénine, et qu'on le veuille ou non, cette espèce de repérage non contextualisé,
Hein, les métaphores médicales à la fin du 19e, au début du 20e siècle, c'est vraiment monnaie courante. Toute la sociologie naissante, par exemple, et pas seulement, pour prendre, disons, les disciplines les plus scientifiques, et quand même pleine d'images organicistes, etc. Donc, le simple fait de mettre uniquement l'accent sur ces métaphores médicales ou sur d'autres types de métaphores léninistes, c'est une façon, qu'on le veuille ou non, d'affecter à Lénine une sorte de dérive, entre guillemets, dont son purisme, sa pathologie particulière serait une forme d'explication. Ce qui ne veut pas dire, et là je vous rejoins, ce qui ne veut pas dire, et c'est ça que nous contestons là-dedans, hein, bien évidemment, ce qui ne veut pas dire que le fait que dans la pensée léniniste, on trouve effectivement cet univers-là de référence aux métaphores médicales n'est pas de sens, et qu'il ne renvoie pas à ce que vous dites. Alors là, je serais d'accord, c'est-à-dire qu'il renvoie effectivement à une conception de l'histoire qui est habitée justement par l'organicisme, etc., et qui peut participer à expliquer certaines façons de procéder et certaines prises de position qui se sont traduites par ce que l'on connaît. Donc c'est vrai que dans un texte très synthétique, peut-être que ça va vite, on n'a pas le temps de restituer, si j'ose dire, et c'est ce que j'ai dit à Dominique Collat, la totalité de sa pensée ou la différence avec celle des autres. Ça, je veux bien le reconnaître. Et de ce point de vue-là, nous ne pouvons que regretter qu'il ait été un peu, comment dire, affecté à l'idée d'être associé à Hélène Cardan-Cos et à Besançon. Mais en même temps, je dois avouer que, bon... voilà, c'est comme ça. Et c'est évidemment d'abord un plaidoyer pour l'histoire et un refus de l'instrumentalisation de l'histoire. Il est très clair que ce livre est une réponse à la fois au passé d'une illusion et... comment est-ce qu'il s'appelle ? Le livre noir de Courtois. Et on le voit bien jusque dans le titre, puisque au livre noir du communisme de Courtois répond d'une certaine manière le siècle des communismes. Donc la volonté, le refus de la simplification manichéenne, de l'unification, je dirais, abusive, et en même temps l'affirmation d'une pluralité du phénomène à saisir. Ce qui, d'une certaine manière, justifie pleinement le caractère un peu éclaté de l'ouvrage, la pluralité des auteurs et la pluralité des approches renvoyant à la pluralité postulée du phénomène étudié. Cela dit, bien que le positionnement du bouquin soit un positionnement relativement polémique, puisque objectivement c'est une réponse, et ça a d'ailleurs été pris comme tel par la critique. Quand on le lit, ça n'est pas du tout un argument polémique. Moi, je suis très sensible au fait que la réponse faite au livre noir, j'ai un blocage avec ce livre, je ne peux... Enfin, bon, la réponse au livre noir ne se fait pas sur le terrain du livre noir, ni avec les arguments du livre noir. C'est une autre lecture historique, une autre approche historiographique qui se trouve privilégiée. Et cela justifie tout à fait, me semble-t-il, la première partie qui est en gros une partie historiographique qui est consacrée à dire voilà comment on a fait l'histoire du communisme et les typologies que rappelait à l'instant Bernard Pudal, qui introduisent une clarification et qui ont aussi le mérite, pour un lecteur historien, de référer à des problématiques, notamment de sciences politiques ou de sociologie, qui élargissent le champ. Je trouve que, mais vous me pardonnerez cette petite pierre dans mon propre jardin, je trouve que les historiens ne vont pas assez souvent glaner sur les terres des autres disciplines. Bon. Une fois qu'on est entré dans cette présentation historiographique, on a trois grandes parties, un plan, donc tout à fait classique. On a une partie de cadrage chronologique et géographique qui est évidemment indispensable. Il faut bien dire de quoi on parle. Puis une partie, l'international, le parti Les Hommes, qui est une sorte d'investigation du système et de sa cohérence, avec quand même une attention à la chronologie, parce que le système n'est pas le même à tous les moments. Et puis une partie
plus problématique finale, 3 enjeux. Je dirais que la partie sur le parti Les Hommes, enfin l'international, le parti Les Hommes, est peut-être à certains moments la plus disparate, parce qu'on a en fait 2 types de sujets qui entrent en conflit l'un avec l'autre. Est-ce qu'on fait l'histoire des positions du parti à l'égard des femmes, ou l'histoire des positions du Parti communiste à l'égard des paysans, ou est-ce qu'on fait l'histoire de la façon qu'ont eu des femmes d'être communistes, ou que des paysans ont eu d'être communistes? Quand on lit côte à côte le papier de Vigreux et le papier de Frédéric Matonti qui se suivent, moi j'ai été très frappé aux 2. Ce sont 2 bons papiers, mais ils ne traitent pas finalement des sujets rigoureusement parallèles. Bien. Ben, c'est un petit peu évident. Et puis après, il y a les 3 chapitres problématiques, communisme et violence, communisme et antifascisme et communisme et classe ouvrière. Et bon, ça c'était tout à fait essentiel de prendre à bras-le-corps les différents, je dirais, grands problèmes. S'agissant du communisme et de la violence, le sujet, à dire vrai, parcourt le livre tout entier, et il y a au moins 3 chapitres qui traitent du sujet. Il y en a un d'Holquist, il y en a un de Rittersporn, et il y a ce chapitre. Et je ne parle pas des chapitres où la violence est évoquée à propos des paysans, etc., etc. Inger Flom, etc. Donc, on a toute une... Alors, je ne suis pas absolument persuadé que les discours qui soient tenus sur le parti et la violence dans ces différents points de l'ouvrage soient tous parfaitement compatibles entre eux. Pas du tout, ils sont tout à fait. Et ils ne sont pas. Non, c'est pas très bien. Moi, j'aimerais de ce point de vue un petit peu plus de cohérence. Bon. Et alors, je dirais, et ça sera ma dernière remarque, qu'il y a un angle aveugle dans cet ouvrage. On peut dire que ça n'était pas le propos, et d'une certaine manière, ça n'est pas le propos, mais enfin, peut-on faire l'histoire des communismes sans dire un mot de la résistance, des résistances au communisme? C'est-à-dire que le vice de cet ouvrage me paraît exactement le même que celui du livre de François Furet sur le passé d'une illusion. François Furet vous racontait l'histoire du communisme comme une sorte de vague qui s'était répandue sur les sociétés occidentales sans qu'il n'y ait aucune résistance. L'Église catholique tonnant dans des encycliques en 1937 et en 1951 contre le communisme et condamnant les prêtres ouvriers, Guy Mollet criant qu'il n'était pas à gauche mais qu'il était à l'est, tout ça disparu. Vous regardez l'index de cet ouvrage, il n'y a pas Walesa. Est-ce qu'on peut faire l'histoire du communisme en Pologne sans parler de Solidarność? Moi, je trouve qu'il y a là un angle aveugle, et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas une question non posée qui est du visage que le communisme a pris dans les différents pays en fonction des résistances inégales qu'il a rencontrées et en fonction de la nature de ces résistances. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de transformer l'histoire des femmes en histoire des hommes, ni l'histoire du cléricalisme en histoire de l'anticléricalisme. Mais pas plus qu'on ne peut faire l'histoire du cléricalisme ou de l'anticléricalisme sans l'autre, ni une histoire des femmes où il n'y a pas d'hommes du tout, moi ça me met mal à l'aise, une histoire des communismes où il n'y a pas d'anticommunistes du tout, pour la même raison, ça me met également un petit peu mal à l'aise, et c'est là-dessus que j'aimerais un peu titiller nos auteurs. Bon, d'abord sur la résistance, il y a un chapitre qui rappelle que je veux dire, au sein du mouvement ouvrier ou de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, il y a d'autres courants. Bon, donc on a essayé de retracer, je trouve que c'est moi qui l'ai fait, mais bon, je veux dire, les changements auquel a été confronté le mouvement socialiste après la Première Guerre mondiale, dans la mesure où c'est un problème tout à fait fondamental. Effectivement, il aurait fallu en parler plus. Mais bon, le problème des résistances au communisme, là, c'est tout un ouvrage qu'il faudrait, à la fois, tu as raison, et à la fois, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Sur le problème de la violence, effectivement, je pense
je pense qu'on pourrait trouver des nuances dans les points de vue des différents articles qui traitent de la violence. Mais je rappelle d'une part qu'il s'agit d'une question extrêmement complexe qui, me semble-t-il, met au moins trois enjeux en débat. Trois enjeux en débat qui sont encore discutés actuellement. D'abord, le rôle de la Première Guerre mondiale. Et ça me paraît le plus important, dans la mesure où, alors là, bon, évidemment... Moi, ça me paraît surévalué. Je trouve qu'il y a une tendance à faire sortir de la guerre mondiale et de la brutalisation qu'elle a entraîné à la fois le fascisme et le communisme, ça me paraît disproportionné. Mais c'est l'ancien combattant de 14 qui parle. Oui, oui, mais alors, là je te renvoie aux travaux qui existent sur la Première Guerre. Je pense en particulier les travaux d'Annette Becker et Stéphane Audouin-Rousseau, qui pense, et je crois, nous s'en sommes servis, qu'on n'a pas du tout étudié pour la Russie les conséquences qu'a pu avoir la guerre par rapport, si on compare à la France, à l'Allemagne, à l'Italie. Donc là, je crois qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent encore. Bon, la guerre a été un traumatisme, c'est une évidence. Bon, elle été pour la Russie, je crois que, Marc Ferraud... Les conséquences de la guerre pour la Russie n'ait pas été assez étudiée, ça, j'en suis bien d'accord. Vous n'êtes pas obligé de m'avoir lu, hein. Mais en effet, je ne t'ai pas lu, Marc. Bon, donc, ça, c'est une première question. Ça, c'est une première question. C'est un enjeu. Je crois que c'est un objet de débat qui n'est pas encore tranché actuellement et qui me semble doit continuer à se poursuivre. Le second, le problème, quand nous parlons de violence, le problème de la comparaison aussi entre communisme et fascisme. Et là aussi, je crois qu'il y a tout un débat actuellement. Nous avons eu les meilleurs ouvrages et les auteurs. Là aussi, je crois qu'on ne peut pas conclure sur ce point, dans la mesure où si nous ne refusons pas la comparaison entre communisme et fascisme, nous en voyons les limites aussi, en essayant de faire le point actuellement sur les connaissances et sur ce débat. Le troisième, et bon, ça paraît un peu hors norme, mais je crois qu'il faudrait aussi l'évoquer, et là aussi, je pense à un certain nombre de travaux qui se développent actuellement, que nous regrettons d'ailleurs Roland Lève et moi de ne pas avoir pu citer, c'est la façon dont l'Allemagne envisage sa mémoire et son passé, dans la mesure où... depuis 1945, quel était le poids de l'histoire et du fascisme? Et là aussi, ça renvoie au problème de la violence au XXe siècle. Donc sur ces trois questions qui sont complexes et qui sont en débat actuellement, je crois qu'il nous était difficile de trancher. Je pense cependant que cet ouvrage apporte des informations, en particulier je pense à l'article de Peter Holquist, qui me semble-t-il pour la première fois apporte aux auteurs français des informations extrêmement intéressantes sur la façon dont la guerre a changé aussi la Russie dans son appareil d'État. Et encore, si tu permets, sur la violence, parce que comment on pourra ne pas y revenir, si tu permets, moi ce que j'ai beaucoup aimé, outre ce que tu viens de dire, c'est l'analyse que fait Sergio Ingerflom. Parce que c'est un spécialiste de l'histoire de la Russie. Et l'analyse qu'il fait d'une société dans laquelle la violence est la seule manière de régler les problèmes, la seule manière. Une société qui est à la fois religieuse, puisque l'orthodoxie est officiellement au pouvoir, et tsariste sans support démocratique, même apparent. Parce que la création de la Douma en 1905, c'est rien, c'est rien. Très peu de choses. C'est extrêmement tardif, on fait très proche de la guerre, etc. Et je pense que son apport là est absolument capital pour des historiens. Ou bien on pense que tout commence en 1917, ou bien on regarde, et pas seulement la Première Guerre mondiale, on regarde ce qui s'est passé avant, et comment l'évolution que suivra le parti bolchevique, et d'ailleurs c'est pour les paysans aussi, il y a des choses très très intéressantes dans ce domaine-là, dans ce que dit très 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 intéressantes, vient des profondeurs de l'histoire de la Russie. Alors c'est un débat qu'on a eu pour la Révolution française, c'est un débat qu'on a eu pour la Révolution française. Dans quelle mesure est-ce que la Révolution est issue de l'histoire ancienne, et pas seulement de l'histoire du XVIIIe siècle, pas seulement du siècle des Lumières, mais de thématiques beaucoup plus anciennes. C'est le débat de Tocqueville sur la centralisation, le centralisme jacobin comme mode d'expression révolutionnaire du centralisme de la monarchie française, qui est thème totalement contestable, mais thème extrêmement fort, extrêmement intelligent, qui a obligé à ne plus penser la Révolution française comme un début absolu. Et je pense qu'à propos de la violence, ce que dit Ingerflom, là, de ce point de vue-là, est absolument capital. Et donc il n'y a pas que ces trois raisons, il y en a celle-là en plus. Non, mais ce que dit Ingerflom est en effet passionnant. Oui, c'est drôlement intéressant. Par la profondeur au moins c'est nouveau. Non, mais très bien, non, c'est très nouveau. Au moins c'est nouveau, ça. Non, mais c'est vrai. Annette Becker, on l'a lu tous quand même, mais Ingerflom, non. Oui. Antoine ? Oui, ce que dit aussi, je crois que c'est dans le papier de Lynn Viola sur la violence à l'égard des paysans, c'est tout à fait intéressant, mais moi j'aurais aimé qu'il y ait une articulation, parce que la violence
j'allais dire, de la fin de l'époque stalinienne et de l'époque brejnevienne, la violence ordinaire policière, c'est quand même quelque chose aussi de différent de la grande crise de découlakisation. Et donc, et puis alors, la violence, c'est aussi la violence dans l'espace, c'est la violence de la révolution culturelle, c'est la violence... Donc, moi, il me semble que le chapitre sur la violence dans la troisième partie ne noue pas suffisamment la gerbe de toutes ces réflexions éparses. Et moi, je me suis posé la question, en vous lisant, de savoir si vous aviez fait un séminaire intermédiaire sur la question de la violence. Je trouve que ça aurait été utile de passer une journée entre auteurs à discuter sur la violence pour savoir ce qu'on disait de la violence partout. On se rendait bien compte que c'est une question tout à fait essentielle et qu'on laisse sans cesse nous aborder sur cette question-là. Un instant, pardon, un instant. Où on répond au livre noir. Oui, mais justement... comme c'est une réponse, mais en même temps qu'on se place sur un terrain tout à fait différent, le point sur lequel on a voulu insister, c'est sur évidemment l'existence d'une violence à l'intérieur de ce genre de régime, mais qui prend des formes tout à fait différentes, avec des phénomènes d'acmé de violence extraordinaire, la révolution culturelle, les années 30, qui sont évidemment des sommets, et même des sommets dans le XXe siècle, mais dans ces mêmes régimes, de nombreuses autres périodes qui sont des périodes autoritaires, toujours autoritaires, dictatoriales, mais où les formes de violence sont tout à fait différentes. Et c'est aussi de ça qu'il faut rendre compte, des niveaux inégaux de violence et, dans l'histoire de ces sociétés-là. Et là, c'était évidemment un point sur lequel nous avons essayé d'apporter un certain nombre d'éléments. Je voulais revenir sur l'histoire d'Holquist, parce qu'Holquist, dans ce texte, c'est un texte qui nous a absolument passionnés, parce qu'il répond d'une autre façon à Stéphane Courtois. Vous vous rappelez qu'un des arguments de Stéphane Courtois, je ne me rappelle pas le chiffre, mais il disait il faut comparer les quelques centaines de gens qui ont été pendus pendant tout le 19e siècle tsariste aux quantités extraordinaires de gens qui ont été liquidés sur la période stalinienne. Et Holquist prend justement cet argument d'une autre façon. Il dit ce n'est pas en regardant, d'ailleurs c'est pas l'argument qu'il traite lui-même, les centaines en comparant les centaines de gens qui sont pendus pendant le régime tsariste, mais en regardant l'extraordinaire violence à l'intérieur même du système tsariste. Et par exemple, il discute sur la question de la Tchétchénie, la façon dont la Tchétchénie est traitée au 19e siècle, où il y a déjà une violence qui d'ailleurs se retrouve au 20e siècle dans un certain nombre d'événements que l'on connaît. Autrement dit, cette société porte au 19e siècle une extraordinaire violence. Ça ne veut pas dire pour autant que ça représente les quantités de morts que l'on trouve au 20e siècle, mais qu'il y a déjà un phénomène d'extraordinaire violence qui, de son point de vue, doit aussi aider à comprendre les violences du XXe siècle. C'est-à-dire, lui aussi, il recule dans le temps, il donne toute une dimension. Et je crois qu'on a un problème à cet égard-là. D'où je suis en désaccord avec vous, enfin, même si je suis sensible à l'argument, 1914, ce n'est pas seulement les effets de la guerre 1914-1918, c'est toute la violence qu'il y a derrière ça, avant cela, et qui est amplifiée, aggravée, mise en évidence sur une échelle, comme disent beaucoup d'auteurs, sur une échelle tout à fait nouvelle dans l'histoire des sociétés, même s'il y a derrière ça toute une violence qui naît dans une période antérieure. Et je pense qu'il y a là tout à fait un dossier fondamental. Et curieusement, c'est un point sur lequel des gens aussi en désaccord que Eric Hobsbawm et Furet, au moins sur cette question-là, sur ce point de départ-là, comment il le situe, c'est une autre affaire, au moins sur cette question-là, sont en accord. Il y a quelque part un point tout à fait essentiel dans le XXe siècle. La question que je me pose était un peu différente. C'est vrai que la violence en Russie vient de très loin, et qu'en 17 et ensuite, comme on le sait, elle vient par en haut, mais elle vient aussi par en bas. D'ailleurs, pour les paysans, et c'est pour ça que je suis un petit peu en colère contre l'article sur les paysans, il y a une violence paysanne fantastique qui fait que, qui suit bien sûr la répression dont les paysans étaient victimes depuis des siècles, ça on est bien d'accord, mais qui fait que c'est les paysans qui ont pris leurs terres. Oui. Et c'est à cause de ça qu'ensuite ils se révoltent contre les mesures de Lénine, parce qu'en 17 tout est accompli, ils ont pris toutes les terres qu'ils voulaient, ils ont ressuscité, régénéré leur commune et tout. Donc il y avait une violence paysanne qui répond à la violence des premiers chiites, des grands propriétaires. Ensuite il y a une violence par en haut. Bon, tout ça on est d'accord. Mais j'ai une question qui me tracasse. L'Allemagne. On ne la présentait pas comme un pays qui a connu la violence depuis toujours. L'Allemagne, on l'a présenté en 1912-1913 comme le pays le plus civilisé d'Europe.
le seul qui savait régler ces conflits par des négociations, et encore après, on l'a revu après la Deuxième Guerre mondiale encore. Autrement dit, l'Allemagne était pour tout le monde, pour Lénine y compris, un modèle de développement économique, social, culturel. L'Allemagne au pinacle en 1913 pour tout le monde, à la tête de la science, des partis sociaux-démocrates, de tout ce qu'on veut. Or, elle n'avait donc pas à se passer de violence, et elle est tombée dans des violences aussi fantastiques et incroyables que les autres. Autrement dit, c'est pas uniquement le problème de l'ancienneté qui peut résoudre le problème de la violence. C'est ça ce problème qui me tracasse. Non, c'est pas ce qu'on a dit, mais c'est ce qu'on veut dire. On veut dire que c'est pour autant que la Russie a une violence depuis toujours, que ça rencontre des violences de 17 ou de 24 ou de 36, tout ce qu'on veut. Non, on dit que c'est un des éléments d'explication. C'est un des éléments. Bon. C'est pas un élément totalitaire. D'accord. Il n'y a pas de totalitarisme. Il ne s'agit pas de totalitaire là-dedans. Il n'y a pas de totalitarisme du passé. Non, mais il ne s'agit pas de totalitarisme. Mais ça fait partie des arguments dont il n'en reste pas moins que l'Allemagne, qui n'est pas créditée des mêmes violences dans le passé, a connu subitement des violences explosives, que vous connaissez tous comme moi, qui rendent difficile l'argumentaire sur le problème de l'enracinement des violences. C'est ça que je veux dire. Non, mais de toute façon, l'argument d'Inga Pflaum... C'est pas Inga Pflaum seul, c'est tout le monde. Non, mais l'argument qui consiste à dire ça s'enracine dans le passé n'est pas seulement il y a une tradition de violence, c'est de dire il y a une situation politique dans laquelle le conflit politique ne peut pas être soluble par des mécanismes politiques et on débouche sur des mécanismes de violence parce qu'on n'en a pas de... Je trouve ça en effet très intéressant et fondamental. Mais alors là, je réponds à Roland Leuve, on ne peut pas mettre comme ça bout à bout comme deux morceaux de canne à pêche cette violence née d'une situation socio-politique caractérisée par l'absence finalement de l'espace du politique, et puis la violence en quelque sorte née du mass murder de la guerre de 1914. Le mass murder de 1914, c'est Mossé qui a mis ça à l'ordre du jour dans son explication du fascisme, du nazisme. Et à mon avis, il a raison jusqu'à un certain point, parce que la brutalisation de la vie politique allemande s'est faite sur le mode du passage de l'ennemi de l'extérieur à l'ennemi de l'intérieur. Et c'est ce qui fait la force de l'argument du coup de poignard dans le dos, c'est que les vrais ennemis qui ont entraîné la défaite, c'était les ennemis qui étaient à l'intérieur. Et donc les mêmes moyens qui étaient justifiés en face des ennemis de l'extérieur sont justifiés à l'égard des ennemis de l'intérieur. Et c'est les corps francs, et c'est les putschs, et c'est l'assassinat politique tout à fait... Bon, on a une brutalisation en Allemagne, mais on ne peut pas extrapoler ce type d'argument indéfiniment. Et en ce qui concerne la guerre de 1914 et les Russes, moi, je trouve que c'est intéressant de rappeler qu'il y a eu en effet pour l'armée russe, comme pour toutes les autres, le mass murder et la révolte contre un certain nombre d'oukas des officiers, mais ça ne me paraît pas suffisant pour expliquer la violence du parti. Je voudrais encore dire un petit mot parce que je me suis fait mal comprendre. Je vais vous donner maintenant un argument... C'est à Roland Leuve que je réponds, pas à toi. Oui, je sais. Je vais vous donner maintenant un argument qui va dans le sens contraire de ce que j'ai dit. C'est pour vous montrer ma perplexité devant cet argumentaire, et pas mon hostilité ou ma dénégation. Rappelez-vous, si vous l'avez lu, un très bel article de Le Goff sur la violence paysanne en France. Qu'est-ce qu'il dit, Le Goff? Il dit que pendant des décennies, même des siècles, les paysans ont été exclus de la civilité, de la citoyenneté, depuis même le bas Moyen-Âge, et qu'ils ont, en quelque sorte, été considérés comme des sauvages, hors société, qu'ils ont intériorisé cette mise au ghetto, si je puis dire, de la société civilisée, par l'Église comme par d'autres, et qu'ils l'ont tellement intériorisé que même lorsqu'ils sont devenus prospères, aujourd'hui, certains, ceux qui survivent, ils gardent une forme d'action qui est souvent plus violente, avec des formes spécifiques, qui est une résurgence, en quelque sorte, de ce qu'ils ont subi pendant des décennies. Je trouve cet article tout à fait intéressant, parce que nous remarquons bien que la violence paysanne dans les manifestations ne prend pas la même forme que les revendications ouvrières ou que les revendications de fonctionnaires ou autres. Et Le Goff essaye de trouver une raison. Donc, je ne nie pas le fait que l'enracinement très ancien d'une violence ne joue un rôle. Ce que je veux dire, c'est que c'est un problème très complexe et qu'on ne peut pas passer d'un argumentaire
à l'autre. Et voilà. Et donc je renverrai à Antoine Pro la question, parce que je crois qu'il a raison, c'est-à-dire qu'il désigne quelque chose qui n'est pas traité du tout, l'anticommunisme, les résistances au communisme, et donc j'aimerais lui demander, à son avis, pour quelle raison nous avons erré à ce point-là. Non, il y a une question qui moi me frappe beaucoup, c'est que dans les pays occidentaux, les deux pays où le Parti communiste est le plus puissant sont deux pays où l'Église catholique est extrêmement puissante. Il y a un troisième pays où l'Église catholique serait aussi puissante, c'est l'Espagne, mais la conjoncture franquiste explique qu'il et encore, on pourrait gloser parce que le Parti communiste est moins faible en Espagne qu'en Belgique. Comment se fait-il que ce soit précisément dans deux pays à forte tradition catholique, où l'Église mobilise des dizaines de milliers de prêtres, il y a quand même 40 000 prêtres en France en 1950, et en Italie il y en a beaucoup plus, que c'est dans ces pays où la résistance est en principe, en tout cas la résistance catholique est la plus forte, que le Parti communiste est aussi le plus fort. Pour moi, il y a quelque chose qui tient du paradoxe. La résistance est beaucoup moins forte et beaucoup moins structurée. Alors on peut dire, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, une partie des énergies qui s'investissent dans le Parti communiste sont des énergies qui, en d'autres temps, se seraient investies dans le catholicisme, et ce serait le catholicisme qui aurait nourri le communisme. Ou on peut dire inversement, que la force de la résistance de l'Église catholique a amené le Parti communiste à se durcir et à... moi, il y a quand même là un vrai problème. Sur ce point spécifique, je crois qu'il faut voir la résistance aussi comme une forme de défi qui oblige à affiner des arguments politiques et qui oblige parfois à se donner d'autres formes d'organisation. Dans le cas spécifique de l'Italie, je crois que pour le Parti communiste, le fait d'avoir en face de lui cet adversaire puissant qu'était l'Église catholique, avec son enracinement, disons, très profond dans le pays, a été à la fois un handicap terrible, et d'autre côté, une stimulation extraordinaire. Parce qu'en réalité, si on étudie et si on met en parallèle un peu la politique communiste, l'organisation communiste, et d'autre part en partie celle de l'Église catholique, vue d'en bas dans son organisation sociale, je crois qu'on trouve des éléments, beaucoup d'éléments où les communistes ont appris des catholiques. Et au fond, c'était ce que disait le responsable à l'organisation, Pietro Secchia, quand il énonçait en quelques mots le programme du parti, qui était à chaque clocher sa section. Au fond, c'était là, c'était dire, il y a en quelque sorte un modèle d'organisation qu'il faut au moins égaler, si on ne peut pas faire mieux. Je crois que ça, c'est un petit début de réponse, mais je vais accepter plus largement ta remarque. Effectivement, dans le livre manque cet aspect. Et quand on a terminé le travail, on se rend mieux compte, je crois, de ce qui sont les absences. On se rend compte qu'en quelque sorte, il faudrait recommencer tout de suite. Mais je crois que là aussi, il faut s'interroger sur ce qu'on entend exactement, par exemple, par la résistance, par l'anticommunisme. Je crois qu'il y a là, effectivement, tout un travail de réflexion à faire qu'on ne peut pas improviser. Je regrette pour ma part, par exemple, qu'il n'y ait pas un chapitre structuré sur la résistance ouvrière dans les régimes communistes d'Europe orientale. Ça aurait mérité effectivement plus que ce qu'il y a de par ici et par là. Mais en même temps, je crois que Michel Dreyfus a apporté aussi une remarque qu'on peut partager, que cela en soi ferait l'objet d'un livre complet. On ne peut pas, au fond, traiter
de ce qu'est la résistance au communisme ou de l'anticommunisme, simplement dans un chapitre parmi les autres. Je n'ai jamais écrit une ligne sur le Parti communiste et sur les partis communistes, et de façon tout à fait volontaire, premièrement parce que j'ai milité 23 ans, deuxièmement parce que j'ai été exclu, troisièmement parce que ça ne m'a pas rendu anticommuniste, et quatrièmement parce que je me méfie de ce que j'écris sur les périodes pendant lesquelles j'ai été militante, et encore plus de ce que j'écrirai éventuellement sur ce qui a fait l'objet de mon militantisme. Donc, pour des raisons absolument qui tiennent à ma déontologie personnelle, je n'ai rien écrit sur le mouvement communiste. Et donc, je parle ici de façon non savante, si vous voulez. Non savante. Alors, le livre, moi, dès lors qu'on répondait à M. Courtois, j'étais contente. Et donc, toute réponse m'eût satisfaite, pour vous dire la vérité. Et encore plus, après avoir lu le dernier numéro de la revue L'Histoire, comme j'ai écrit à Vinox ce que je pensais de ce numéro, je peux vous le dire de la même manière. Je trouve qu'il est scandaleux que dans une revue destinée à des professeurs d'histoire, à propos de l'histoire du communisme, il y ait 50 pages à M. Courtois, pas un mot du livre, dont tout le monde savait qu'il allait sortir, et aucun argument qui puisse permettre à des enseignants de juger, d'avoir un jugement équilibré. Il n'est pas question d'éliminer la parole de M. Courtois, mais je n'arrive pas à comprendre comment il est concevable que dans une revue destinée à des professeurs, soit ainsi éliminé tout élément de comparaison, tout élément d'esprit critique, tout élément d'équilibre. D'équilibre, je ne parle pas d'éliminer X, Y ou Z, d'équilibre. Donc ça m'a rendu encore plus colère, et j'étais donc encore plus contente, quand j'ai vu le livre, de voir qu'il existait. Bon, après ça, j'ai regardé un peu le bouquin. Alors moi, je suis en admiration devant le patchwork, parce que ça m'est arrivé de diriger des ouvrages collectifs, c'est abominable, c'est toujours abominable. Et là, c'est d'autant plus abominable qu'il y avait effectivement non seulement des points de vue différents, mais que sur un même thème, on vient de le voir pour la violence, il y avait des points de vue très différents. Et je ne suis pas tellement convaincu qu'il aurait fallu les unifier. Je pense que l'intérêt du livre est précisément non seulement d'évoquer le communisme comme un phénomène pluriel et de dire qu'il y a des communismes et non pas le communisme, mais aussi de montrer que les éléments de réponse peuvent puiser, y compris sur un même thème, à des sources différentes. Et donc mon admiration va prioritairement à tous ceux qui ont fait en sorte que ce livre existe et dont le nom figure sur la couverture, même si celui de Volikov a disparu de la liste des auteurs qui est au verso. Tu as disparu de la 4e de couverture, Serge. Non. Tu as disparu. Pas complètement. Non, pas complètement. Oui, mais comme auteur, il a disparu. Il n'est plus là que comme organisateur. Comme directeur. Bien. Or, comme ça. Or, justement, puisque je viens de prononcer le nom de Volikov et de voir qu'il a disparu comme auteur, un des problèmes que ce livre m'a posé est le suivant. Comment se fait-il que je vais répondre à la question que je pose, mais je la pose d'abord. Comment se fait-il que l'internationale communiste soit toujours en dernière position dans tous les chapitres? En tout cas, dans les 2 premières parties. Alors, évidemment, on peut dire que c'est pour mieux démontrer le caractère pluriel, que l'internationale communiste était au contraire ce qui disait que le monde communiste, tout pluriel qu'il soit, est considéré comme piloté, orienté, enfin pas dans la dernière partie. Mais dans les 2 premières parties, c'est ainsi. Et comme je sais que Volikov a contribué à diriger le livre, j'aimerais qu'il m'explique pourquoi, en effet, l'internationale communiste, qui est à la fois, bien sûr, un héritage du passé, il n'y aurait jamais eu d'internationale communiste sans internationale socialiste avant 14. Je rappelle que Lénine et tous les autres étaient des militants actifs de l'internationale socialiste. Georges Haupt nous l'avait exposé autrefois avec beaucoup de force, c'était des militants bien aimés, donc correspondance entre Lénine et Huysmans, etc. Bon, et moi je pense, personnellement, il me semble qu'on aurait renforcé le livre et le caractère pluriel des communismes qui est affirmé dans le livre, en évoquant, et peut-être en évoquant dès le début, une des raisons fondamentales pour lesquelles les gens sont devenus communistes à différents moments de l'histoire des communistes. Il y a toutes sortes de raisons. Mais une de ces raisons, c'était celle-là. C'est qu'il y avait quelque chose qui transcendait les nationalismes, qui transcendait les expressions nationales, qui répondait à la volonté plus jamais de guerre, et donc, bon, les nationalistes sont responsables de la guerre, plus jamais de guerre. Et moi, personnellement, j'aurais aimé que l'internationale communiste ait une place plus importante dans le livre. Bon, c'est un point tout à fait bon. Bon, il y a un thème dans le livre dont il me semble qu'il est... Enfin, je me suis dit en le lisant,
c'est la femme alibi. C'est les 2 chapitres sur les femmes. Je me suis dit, c'est pas possible, ils avaient oublié les femmes. Et les ayant oubliées, ils se sont dit, il faut qu'on les rajoute quand même. À la fin du XXe siècle, on va quand même pas faire comme si. Et donc, j'ai eu l'impression, en lisant ces 2 chapitres, que, comment dire, il y avait un statut particulier des femmes qui apparaissait à ce moment-là, comme jamais il était question de femmes dans tout le reste du livre. À aucun moment il n'est question de femmes, ni dans la paysannerie, ni dans la classe ouvrière, ni chez les intellectuels, à aucun moment. Donc il fallait bien quand même mettre les femmes quelque part. Donc on a mis 2 petits chapitres sur les femmes, qui sont d'ailleurs tout à fait convenables, j'ai rien à redire, ni à ce qu'a écrit Studer, ni à ce qu'a écrit l'autre collègue américaine, je crois, qui est tout à fait judicieux, enfin qui dit des choses qu'on sait très bien, mais enfin... Mais voilà, je me suis dit, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Il n'y a pas de femmes nulle part, alors on va faire 2 chapitres sur les femmes. Petits quand même, petits. Mais c'est pas grave. Parce que je ne pense pas qu'en effet, la vocation du communisme ait été de faire un sort particulier aux femmes. Ça a été de les rendre égalitaires, égales aux hommes, si on pouvait. Puis, est-ce qu'on ne peut pas, naturellement? Donc, on voit bien quand même qu'à partir de 1936, elles sont moins égales qu'avant. Mais égalitaires. Et je pense que là était la vocation et que ça aurait pu peut-être... Enfin, peu importe. Et de toute façon, je trouve le livre formidable. Alors, sur les thèmes qui traversent le livre, outre la question du parti, évidemment, le totalitarisme, je crois que la question est réglée. Le livre la considère comme réglée et je lui donne raison. Bien. La violence, on en a débattu tout à l'heure. Il y a un thème qui, moi, m'a absolument passionné. C'est celui des problèmes que pose le fait pour appelons ça, disons la classe ouvrière, ou les classes ouvrières, ou le monde ouvrier, enfin, comme on veut, ou les ouvriers. Hein. Si on dit les ouvriers, on est plus près des cultures, comme on dit, ouvrières. Le fait pour les ouvriers, ou le monde ouvrier, d'accepter de déléguer ce qu'ils pensent, de déléguer sa culture, de déléguer sa volonté, de la déléguer à des politiques. C'est le problème de la démocratisation. C'est le problème de la démocratie dite, dans nos régimes à nous, parlementaires. Puisque chez nous, le système de représentation fonctionne à travers la délégation parlementaire. Bon, c'est un système purement anglais, que naturellement tout le mouvement ouvrier a vomi pendant toute son histoire. Je vous passe ce que vous pouvez... Enfin, je connais un petit peu mieux que le communisme, en tout cas je connais un petit peu mieux le socialisme français, et je vous jure que une des principales préoccupations des socialistes français, c'est de rendre acceptable aux ouvriers français et au petit peuple, parce qu'en France c'est difficile de distinguer à la fin du siècle les ouvriers des petits artisans, enfin, rendre acceptable au petit peuple le fait qu'ils votent pour des délégués à qui ils vont confier la mission de parler pour eux. Alors, est-ce qu'on peut accepter d'être représenté en plus par des non-ouvriers? Les communistes essayeront de répondre à ça en disant qu'on peut être représenté par des ouvriers, donc ils vont forcer la représentation ouvrière. Mais, d'abord, ça ne suffit pas. En plus, il y en a toujours d'autres qui ne sont pas ouvriers. Et puis, de toute façon, dès qu'on est délégué, dès qu'on est dans un pouvoir de délégation, on n'est plus les porte-paroles directs de ces cultures ouvrières auxquelles sont consacrés de très beaux textes dans ce volume. Et je pense que ce problème-là, le problème de la délégation politique en classe ouvrière, est un problème majeur. Il est abordé dans le livre. On aurait peut-être pu, franchement, le traiter davantage. Ça aurait supposé qu'on dise quelques mots sur le mouvement syndical. Or, si les femmes sont peu présentes, elles ont quand même de petits chapitres. Les syndicats ne le sont pas du tout. Enfin, pas du tout, j'exagère, oui, ils sont un petit peu présents. Mais... Enfin, je dirais pas beaucoup, parce que c'est dans la représentation... Enfin, le syndicalisme est ce à travers quoi, traditionnellement, le mouvement ouvrier, communiste ou pas communiste, catholique ou socialiste ou autre chose, accepte d'être partie prenante dans les discussions qui concernent l'ensemble de la nation, voilà, ou l'ensemble de l'international. Bon, je sais... Bon. Il y a un autre point peut-être qui aurait pu être, toujours à propos de la démocratisation, qui est traité d'une façon très intéressante. Vraiment, j'ai trouvé ça très très fort, la façon dont les ouvriers finalement confient, etc. C'est la question des soviets. Parce que finalement, ça s'appelle l'Union des républiques socialistes soviétiques à ma connaissance. Hein. Bon. Les soviets, on a crié les soviets partout, en France jusqu'en 1935. Il faut attendre... le 14 juillet 1935, pour qu'on cesse dans les manifestations de Front populaire de crier les soviets partout. C'est donc très tardif, hein. C'est dans la phase de rapprochement étroit, pas seulement avec les socialistes, mais avec l'ensemble des forces de paix, hein, pour faire face à Hitler, et d'une part, et d'autre part, pour faire progresser la situation sociale du monde du travail français. Bon, donc soviets. Et je me dis, mais j'ai peut-être tort, mais je me dis que
lorsque les soviets ont été créés, ont été inventés au sens propre du terme, il me semble que les communistes, enfin les bolcheviks, et d'ailleurs les mencheviks étaient d'accord, et les socialistes révolutionnaires aussi, hein, tout le monde était d'accord à ce moment-là, tout le monde était d'accord, que c'est une façon justement, les soviets d'usines, soviets d'entreprises, soviets de villages, soviets de villes, hein, c'est une façon de rendre la base plus présente, donc le mouvement basique. C'est une façon d'éviter la délégation. On ne l'évite pas, évidemment, parce qu'il y a quand même bien les gens qui sont là. C'est une façon d'éviter la délégation. Et c'est une façon de répondre à une grande question qui a torturé le mouvement socialiste français et auquel il a répondu pendant la Commune de Paris. Parce que la Commune de Paris, c'est le premier phénomène soviétique, au sens propre du terme. Bon, alors, ça ne veut pas dire que la Commune n'a que des causes de ce genre, bien sûr qu'elle a des tas d'autres causes, enfin, bon, patriotiques et tout ce qu'on veut. Néanmoins, la Commune de Paris, lorsque la comparaison que fait Lénine avec la Commune, je crois qu'elle repose en partie là-dessus. Les bolcheviks ont essayé ce que les Français avaient essayé en 71, et ils ont échoué, comme les Français d'ailleurs, hein, ils ont essayé de trouver un mode de représentation, un mode de décision politique, un mode d'élaboration politique, qui ne soit pas le régime parlementaire britannique. Anti-anglais pour parler français, si j'ose dire. Hein, vous voyez, anti-anglais. Pas le régime de représentation politique. Et c'est vrai qu'il me semble que de ce point de vue-là, alors que tout ce qui est dit du point de vue des cultures ouvrières, la façon dont elles se constituent, de leur diversité, c'est pas seulement le métier, c'est bien autre chose, c'est absolument passionnant, il y aurait peut-être quelque chose en plus. Quelques mots pour finir, seulement, avec l'ami Frédéric, là, qui a fait le chapitre sur les intellectuels russes et français. Moi, c'est plutôt ce qui concerne la France qui m'a un peu étonné, du point de vue du rapport des intellectuels aux communistes. Bon, d'abord, ceux qu'on appelle aujourd'hui les intellectuels, je ne sais pas dire si on les appelle comme ça, je ne sais plus très bien qui on appelle les intellectuels, quand ils adhéraient au parti, on cessait de se considérer comme intellectuels. Hein. Alors moi, je te l'exemple typique de la brillante étudiante, par une cassette partout, etc. Quand j'adhère au parti, c'est pas comme intellectuel, évidemment. Pas du tout. C'est comme militante. Donc, le problème est, qu'est-ce qui se passe dans la tête des intellectuels, enfin des gens qui ont des titres qui font qu'on peut les considérer comme des intellectuels, qu'est-ce qui se passe chez eux lorsqu'ils prennent conscience, pour une raison ou une autre, qu'ils sont pas... Enfin, c'est des militants communistes, mais qui sont en même temps des intellectuels. Et comment se fonctionnent un peu les contradictions, hein? Comment ça fonctionne, ça? Bon, il y a des gens pour qui ça s'est passé, ces problèmes-là se sont posés, je ne sais pas moi, à cause de la Hongrie, par exemple. Moi, ça s'est posé uniquement à cause de la guerre d'Algérie. Et il me semble, et tout en restant tout à fait membre du parti pendant cette époque-là, mais parce qu'il me semble que nous ne voyons pas bien, à travers votre article, par ailleurs tout à fait intéressant, qu'il y avait, pas seulement le mouvement de la paix, qu'il y avait trois types d'attitudes qui déterminaient, trois pensées qui déterminaient trois comportements, ou trois modes de pensée qui naissaient de comportements, je n'en sais rien. Chez les intellectuels communistes, de ces années-là, c'est-à-dire le moment où, en France, commence à se passer quelque chose de difficile. Alors, le premier, c'était ceux pour qui la question fondamentale, hein, pour l'avenir, pas seulement de la France, mais du monde, c'était la question coloniale. C'était l'émancipation des colonies. Parce que ça posait le problème, pas seulement du tiers-monde, mais ce qu'on appelle le tiers-monde, c'est encore autre chose, mais enfin, du monde entier, voilà, quand même. Les 2/3 de l'humanité avaient été colonisés. Hein, colonisés. Et alors, si ces sociétés s'émancipent avec notre aide, ça va changer le rapport des forces dans le monde. Oui. Et ce courant-là était très réel. Je ne dis pas qu'il était majoritaire, je dis rien de pareil. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'être majoritaire dans les milieux intellectuels d'ailleurs. Mais il était très actif dans les milieux intellectuels. Et ça, ça fait partie des rares choses sur lesquelles je pourrais dire quelque chose qui serait peut-être erroné d'ailleurs, ou survalorisé, mais enfin, vécu en tout cas. Puis il y avait un deuxième courant. Et ce courant, ce n'est pas seulement, on va venir au mouvement de la paix après. Le deuxième courant, c'était ceux pour qui la seule chose importante, c'est d'être faire évoluer l'Union soviétique et les régimes de l'Est. Et ne croyez pas que c'était les mêmes. Moi, j'ai été assez pendu à la porte d'Aragon pour obtenir qu'Aragon veuille bien signer l'appel des prix Nobel au moment de la guerre d'Algérie, parce qu'Aragon, ça ne l'intéresse... C'est le plus grand écrivain de notre temps, d'accord. Mais ça ne l'intéressait pas. Voilà. Pour lui, les seules choses qui comptaient, c'était celles qui concernaient
l'évolution démocratique des sociétés soviétisées. Voilà. Ça a duré longtemps, ça. Hein, bon. Mais l'autre courant a duré longtemps aussi. Même après la fin des colonies, l'autre courant a duré longtemps. Puis il y avait un troisième courant qui était celui des... Quand j'emploie le mot, je vais dire apparatchik, je déteste ce mot, mais enfin bon, de l'appareil du parti, disons, quand on allait discuter avec nos dirigeants. Eh ben, c'était ceux qui disaient, mais mes pauvres chéris, tout ce que vous racontez, c'est très bien, mais il n'y a qu'une solution, c'est le mouvement de la paix. Donc là, je retrouve ton mouvement de la paix chez les communistes algériens. Hein. Et nous, on savait bien qu'on ne pouvait pas, parce qu'aucun intellectuel non communiste, en dehors de ceux qui avaient adhéré au mouvement de la paix en 1946-1947, ne voulait rentrer dans le mouvement de la paix. Donc on était bien obligé de créer des comités en dehors, autonomes, etc., indépendants, machin chose, truc, voilà. Comité Audin, collectif contre la guerre, collectif pour l'indépendance, etc., etc. Mais c'est pas du tout au même moment, tout ça. Il y a 15 ans de différence. C'est dans les années 50, c'est dans les années de la guerre d'Algérie. Mais le mouvement de la paix, c'était en 47-50. Le mouvement de la paix, pendant la guerre... mais tu racontes n'importe quoi. Bien sûr qu'il est en 47, 48, 50. Mais pendant la guerre d'Algérie, ce qui nous est... 49, 50. Mais pendant la guerre d'Algérie... Mais pendant la guerre d'Algérie, ce qui est constamment dit à ceux d'entre nous qui représentions qui avions mandat ou mission, ou qui nous donnions mission, de parler pour ceux des communistes, pour qui c'était l'indépendance des colonies qui était fondamentale, c'était « vous ne devez pas créer vos comités, parce que vous échappez au contrôle du parti. La seule solution, c'est le mouvement de la paix. » Donc il y avait vraiment ces trois courants. Alors, moi, j'ai pas besoin de 47-48, là je parle de la guerre d'Algérie. Donc des années qui vont de 54 à 62. Vous voyez. Alors quand on parle des intellectuels, c'est un peu difficile, vous voyez, d'en parler comme si ces points de vue tellement violents, tellement forts. Enfin, on était tous membres du parti, je veux dire, on était très fraternels. On était très fraternels, on se soutenait entre nous, syndicats, etc. Badia m'a assez soutenu dans les moments les plus... J'avais plein d'emmerdes de mon côté. Donc j'en connais bien d'autres qui l'ont fait. Et j'étais pareil avec les autres. Mais néanmoins, ces divisions-là, moi je me dis, elles traversaient le mouvement des intellectuels profondément, elles le structuraient. Les intellectuels communistes. Elle les structurait en profondeur, vous voyez. Et peut-être traversait-elle aussi, sans doute, elle traversait aussi le reste du parti, mais pas tout à fait de la même manière. Et de toute façon, si on fait un chapitre particulier sur les intellectuels, il semble difficile, si vous voulez, de ne pas en faire état. D'autant que ça se voyait aussi dans les maisons d'édition qu'on soutenait, où on publiait. Ceux qui soutenaient l'Indon et les éditions de Minuit, bon, et puis il y avait quand même des choses communes. Vous avez raison de rappeler les classiques du peuple, par exemple, comme grande collection. Bon, ceux qui essayaient à tout prix de publier dans les collections qui avaient le support, enfin, qui exprimaient des positions qui venaient de l'Union soviétique et qui étaient souvent elles-mêmes critiques par rapport à l'Union soviétique. Donc, ce mouvement-là, ces phénomènes-là, ils font partie quand même du siècle des communistes, me semble-t-il, profondément, vous voyez. L'économie du livre était quand même logiquement construite autour de cette idée des communismes. Donc cette logique impliquait qu'il y ait une présentation et dans l'historiographie, dans les panoramas qui fassent qu'à un moment donné, les chapitres sur l'international communiste n'étaient pas en tête. Et que finalement le discours que le mouvement communiste a eu à une époque, et qui était l'idée qu'il y avait un parti mondial, un monolithisme international, n'a pas été pris au mot par le livre, et qu'on s'est intéressé aussi aux formes nationales. En réalité, il y a des moments différents dans cette histoire. Autant je pense que, même du point de vue de la culture communiste, la matrice internationale est fondamentale du début du siècle, enfin de la Première Guerre mondiale jusque dans les années 50, autant dans l'autre phase des années 60 aux années 80, on a un affaiblissement, on a un fléchissement de cette référence internationaliste, qui d'ailleurs est un des problèmes de ce que moi j'appelle aussi des formes de dérive, de ce qu'est même le projet communiste. Donc, je pense que la matrice internationaliste, où la culture commune
surtout fabriquées par ces organisations, d'abord internationalistes, puis très marquées par le parti communiste de l'URSS, sont tout à fait indispensables si on veut prendre le sujet dans son ensemble. Parce que le pluriel du titre ne signifie pas qu'il n'y ait pas des formes communes, des références communes et une unité qui va s'enraciner dans des procédures matérielles d'histoire sociale, politique, administrative, du contrôle des cadres, de définition d'une ligne, etc. Et ça, les organismes internationaux sont là pour, d'une certaine manière, l'incarner. Et pour compléter l'idée qu'on continue de travailler dans ce domaine, on peut indiquer que dans quelques mois doit sortir un ouvrage sur lequel nous travaillons depuis encore bien plus longtemps que le siècle des communismes et qui s'appelle le Dictionnaire biographique des Kominterniens. Et dans cet ouvrage, on essaye justement de travailler en termes de biographie collective sur tout ce qu'ont été ces générations de Kominterniens, avec Claude, Michel et plein d'autres. Donc, on a un peu l'impression que les républiques asiatiques de l'URSS, que l'Arménie, que pas asiatique, enfin bon, peu importe, que le Tadjikistan, que l'Ouzbékistan, que la Géorgie, ça n'existe pas. Voilà. Et donc, sous le nom d'Union soviétique, évidemment, le système de cadre, le système de fonctionnement de l'appareil d'État devait être, était grosso modo le même, avec de grandes difficultés quand même dans les différentes régions. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on ne voit pas apparaître ces parties du monde. Le chapitre sur l'Amérique latine n'est pas très bon à mon avis, donc j'en dis rien. Mais on voit apparaître la Chine, très bien, le Vietnam, très bien, le sud-est asiatique, de façon tout à fait intéressante. Mais ce monde asiatique-là, qui a fait partie de l'URSS quand même, que l'URSS a transformé profondément, qui constitue à l'heure actuelle, pour des tas de raisons géopolitiques, une barrière à d'autres perspectives géopolitiques aussi, qui viennent d'autres grandes puissances dans le monde asiatique. C'est un peu dommage qu'il soit absent. Voilà. On a l'impression que l'URSS, c'est un bloc où... Enfin, dans le temps, non, c'est pas un bloc. Mais dans l'espace, c'est un bloc. D'accord. Il y a de lacunes que vous avez pointées qui ont rapport avec deux réalités, qui sont celles de la maîtrise que nous avions du champ de la recherche, et c'était pas facile de construire une équipe qui soit quand même assez internationale déjà par rapport à d'autres équipes d'ouvrage, et elle aurait peut-être sans doute dû l'être davantage, et d'autre part, il fallait aussi négocier avec l'éditeur qui quand même avait à ce moment-là le sens des réalités, pensait-il, c'est-à-dire nous contraindre pour pas qu'on s'oublie. En réalité, peut-être on aurait pu annoncer déjà une suite, mais pour l'instant, je crois qu'il fallait aussi, à propos du chapitre sur la bolchevisation et sur la forme parti communiste, renvoie à un des problèmes que Madeleine Ribériou soulevait. C'est-à-dire que, pour une part, dans le parti communiste, ou la forme parti qui se développe dans les années 20-30, se présente comme la solution qui va en quelque sorte garantir les ouvriers à l'égard de la délégation de pouvoir. Ils ne vont pas perdre justement la main politiquement parce que le parti leur offre ces garanties. Alors ça, c'est des travaux sur lesquels on pouvait s'appuyer parce que notamment ceux de Bernard avaient approfondi cette question. Mais globalement, c'est vrai que ce qui explique que ici ou là, la bolchevisation, la transformation des partis communistes, l'ouvriérisation est quand même pris, alors qu'il y avait les vieux syndicalistes, une partie de la classe ouvrière qui était très réticente, c'est qu'ils pouvaient aussi s'appuyer sur ce type d'argument pour dire finalement les ouvriers sont au Parlement, le parti contrôle les députés, le parti contrôle les journalistes, on est dans une forme où justement l'espace politique, grâce au parti, le prolétariat peut y intervenir du début jusqu'à la fin. Et c'est pour une part à la fin des années 60, 70 que ce modèle ou cette forme entre visiblement en crise. Et le système des comités, des coordinations, tous ces collectifs marque à un moment donné l'indicateur qu'il y a une impuissance à continuer sur ce modèle. Mais je pense que la réflexion sur la forme parti est peut-être un des éléments qui permet de comprendre ce type de succès relatif dans un certain nombre de pays de la forme partisane communiste.